à l'heure où énormément de questions se posent sur la reprise des classes le 11 mai, nous c'est lundi, donc comme tous les lundis, c'est l'école qui reprend avec Anthony. Lundi en grande forme, Ouais. C'est bien, on commence par un petit décalage impeccable. Un petit décalage, je pense qu'en régie, il va falloir qu'il se recale. Bonjour Baptiste Leroux. Bonjour Sylvain, bonjour Bravo, Anthony. bonjour, bravo la semaine dernière d'ailleurs pour ce bel invité que vous nous avez apporté ici en plateau, le général Arvizet qui était ravi d'être là. Voilà, le grand commandant de la gendarmerie de Normandie. Qui a pu s'exprimer un petit peu sur le confinement, sur d'autres choses, et qui reviendra si on l'estime nécessaire et s'il a envie. Donc ça sera pas mal de refaire un point dans quelques temps. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de coiffure. La question se pose, n'est-ce pas, Anthony? Je vous avais manqué. Hein. Vous nous avez manqué. On va parler de restaurant. La question va se poser un petit peu plus tard que la coiffure. On va parler de Ramadan, c'est l'époque. On va parler d'industrie. Vous allez voir, il y a des boîtes qui continuent à bien fonctionner. On va parler également d'artisanat. Et puis, restez bien avec nous, nous serons tout à l'heure en direct depuis la Russie. On sera avec Grégoire. Il habite un petit appartement dans le centre-ville de Moscou. Il va tout nous dire de son quotidien. Et puis, vous allez pouvoir le questionner, puisque vous le savez bien, cette émission, on l'a fait ensemble. C'est le 29e numéro de Lignes ouvertes sur les supports numériques de Paris-Normandie, mais aussi avec les auditeurs de Radio Sensation que l'on salue. À la une de Paris-Normandie, en ce lundi 27 avril 2020, à la une, la grande inconnue du 11 mai. J'abordais presque ça dans mon intro tout à l'heure en disant qu'effectivement, à propos de l'école, beaucoup de questions se posaient, mais finalement pas uniquement à propos de l'école seulement. Demain, on aura les précisions du gouvernement. Édouard Philippe doit prendre la parole à 15h. En tout cas, doit détailler ce plan de déconfinement qui est quand même très attendu. C'est sûr que pour l'école, et ça a été notre choix dans le journal ce matin d'ouvrir là-dessus, c'est la grande inconnue. En effet, il y a un désaccord entre le gouvernement et le conseil scientifique. Alors le président du conseil scientifique dit clairement c'est un avis et c'est le politique qui doit prendre la décision. On perçoit bien que le politique est un peu coincé entre le devoir de santé et puis aussi une nécessité de reprendre le travail pour l'économie. Une véritable incompréhension de la part des familles qui ne comprennent pas comment on peut dire on rouvre les écoles mais on fait des rentrées décalées. Pour les personnes qui ont plusieurs enfants, c'est juste incompréhensible. Ça règle en aucun cas les problèmes d'organisation qu'ils peuvent avoir habituellement. Les professeurs aussi, enfin les enseignants montent au créneau pour dire mais attendez, comment on va mettre en place des classes de 15 élèves. On parle du matin, de l'après-midi, les grandes sections CP pour le primaire, en tous les cas maternelle, pourraient rentrer. Après, les CM2 rentreront 15 jours après ou 3 semaines après. Pour les familles avec une fratrie, même pas nombreuse, mais de 2 enfants, ça va être un exercice de gymnastique assez difficile à concilier avec un emploi du temps de travail, il faut être clair. Et quelles mesures de sécurité derrière, les modes de garde aussi, comment ça se passe? Moi, j'ai une question quand même à vous poser. J'ai envie de vous faire la question du néophyte, peut-être de celles et ceux qui nous regardent, peut-être qu'ils auraient envie de la poser. Est-ce que vous qui avez l'habitude de suivre à longueur d'année l'actu régionale, bien sûr, mais avec les interactions qu'elle a, bien sûr, avec le national, est-ce que vous pensez que finalement, le 11 mai, ça peut, entre guillemets, foirer? C'est-à-dire qu'on se dise que finalement, on reporte ça à septembre? On est sur une crise sanitaire et une crise économique sans précédent. Ça s'est jamais vu. Donc il faut aussi... on peut jeter la pierre sur nos dirigeants et la critique, elle est normale, elle est juste. Après, il faut aussi prendre en compte quand même ce qui nous arrive. C'est quelque chose d'inédit. Donc avec les difficultés de l'inédit, c'est qu'on ne sait pas où on va. Step by step. C'est ça, pas à pas. Voilà, step by step, moi je reste quand même sceptique quant à cette décision de faire une rentrée étalée. Il y a plein de pays qui ont choisi de ne pas faire rentrer les enfants à l'école. Quelle garantie on a? C'est ce qu'a dit d'ailleurs l'Italie. Le gouvernement italien a fait le choix de reporter ça en septembre. Quelle garantie de santé et de sécurité on a pour les profs, même pour nous, les parents? Oui, voyez, regardez ce qu'elle dit Clémence. Clémence qui nous suit là. Clémence, elle nous dit, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté finalement cobaye avec les enfants? Cobaye, je trouve que le mot est fort. Non, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de faire reprendre l'économie. Que de faire reprendre l'économie, ça passe aussi par permettre aux parents de se libérer, donc de remettre les enfants à l'école.
voilà, cobaye, je trouve que le mot est peut-être un peu fort. Enfin, c'est le terme qu'elle a utilisé. Ouais. Julien qui nous suit, qui nous dit quand est-ce que les centres de formation vont réouvrir? Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par centre de formation. Est-ce que ce sont les CFA, les centres de formation pour apprentis? Si c'est dans le cadre d'un lycée professionnel, la reprise, elle va se faire le 11 mai, puisque les grands élèves, pour eux, il n'y a pas de difficulté, peuvent respecter la distanciation sociale, le port des masques, etc. Ils ont une vraie compréhension. La difficulté, elle va surtout être pour les plus petits, voilà, dans une cour de récréation, coronavirus ou pas coronavirus, quand on a 4 ans ou 3 ans ou 5 ans, c'est plus difficile, quoi. Vous voulez que je vous fasse plaisir, messieurs? Eh bien, pendant que pour une fois, oui. C'est aujourd'hui alors. Ils sont méchants avec moi toujours, j'ai l'habitude. Denis qui nous suit, qui est un journaliste, il nous dit soutien aux confrères de Paris-Normandie, soutien à toute l'équipe de journalistes. Il nous dit on a vraiment besoin d'un journal quotidien de presse régionale. Pourquoi il nous dit ça? À vous qui nous suivez, tout simplement parce que vous le savez bien, comme de très nombreuses entreprises, les médias aujourd'hui sont en grande souffrance parce que les recettes publicitaires, bien sûr, sont souvent réduites à zéro. Donc ça pose de gros problèmes. Merci Denis. Merci Denis. Un petit coucou à Bécassine, Nathalie, Chloé, Claire, Jérém, Stéphane, Julien, Isabelle, Denis, Valérie, Mathieu, Annie, Marie-Lise, Jonathan et plein d'autres. Voilà, ça pourrait faire une chanson d'ailleurs. Oui. Et surtout, bonne fête à Valérie et surtout, c'est bonne fête aussi à Anthony parce que nous avons en liaison du salon Le Loft, nous avons Olivia Ramos. Elle est coiffeuse. Génial. Ah oui, d'accord. Merci. Bonjour Olivia. Merci. Bonjour. Pour la gorge. Bravo. Vous voyez le lancement, Anthony? Alors, les coiffeuses, on a souhaité ouvrir avec vous, Olivia, qui représentait ces métiers de la coiffure. On vous a attendu, les pilosités se développent. Et puis finalement, le 11 mai, la vie va-t-elle pouvoir reprendre, Olivia? Écoutez, pour l'instant, on parle d'une réouverture le 11 mai. Donc, à vrai dire, on en saura plus demain lors de l'élocution du Premier ministre. Pour l'instant, on n'est pas encore sûr à 100% de pouvoir ouvrir le 11 et surtout dans quelles conditions on va pouvoir ouvrir. Parce que c'est ça qui est très important aussi. C'est que, est-ce qu'on va pouvoir accueillir le même nombre de clientes que d'habitude? Est-ce que vous avez commencé à travailler sur un scénario d'ouverture? Est-ce que vous avez réfléchi par rapport à vos espaces, comment vous allez traiter vos clients, comment vous allez les préserver? J'imagine que oui. Alors oui, tout à fait. Alors pour moi, dans mon malheur, entre guillemets, j'ai un peu de chance, c'est que comme le salon a ouvert depuis peu, je suis toute seule. Ce qui fait que je n'ai pas d'employé avec moi, donc je ne peux pas avoir une dizaine de clients en même temps dans le salon. C'est pas possible, j'ai que 2 bras. Donc du coup, par rapport à la distance, à la sécurité, etc., déjà, bon, je vais avoir 2 clientes en même temps dans le salon et le salon est assez grand. Donc par rapport à ça, déjà ça sera bien. Bon, je pense que de toute façon... nous aurons les masques, les solutions hydroalcooliques à disposition qui seront de toute façon obligatoires et logiques d'avoir. Et puis après, pour le reste, c'est vrai qu'on attend un petit peu aussi les différentes directives. Est-ce qu'on va pouvoir tout faire? Parce que c'est vrai qu'en coiffure, garder 1 mètre de distance, c'est juste... Ouais. Tiens, question, Olivia, question de Baptiste. Est-ce que vous appréhendez justement ce 11 mai, cette relation, cette proximité avec le client et un éventuel risque de contamination? Je pense que oui, on appréhende toujours forcément un petit peu parce que voilà, on en entend parler quand même depuis maintenant un moment en disant que c'est dangereux. On voit le nombre de morts qu'il y a en France, en Europe, ailleurs. C'est quand même dangereux, mais bon, après, la vie, malheureusement, ne peut pas s'arrêter. On est obligé de retravailler. Faut que je gagne ma vie aussi. Il faut que la vie reprenne son cours et voilà. Vous le disiez, il faut que vous gagniez votre vie. Votre salon était tout jeune. Est-ce que vous avez eu des aides depuis le début du confinement? Alors, disons qu'au sujet de la rémunération, comme je continuais de percevoir l'aide en fait, du Pôle emploi depuis le début, donc l'ARE, qui consiste à ne pas prendre de salaire pendant 1 an ou 1 an et demi sur le salon, du coup, moi, je peux continuer de percevoir ça. Donc, par rapport à d'autres confrères, j'ai de la chance. Après, au sujet de l'aide, j'ai eu l'aide de l'État, donc de 1 500 € au mois d'avril, début avril pour le mois de mars. Et là, on est toujours dans l'attente de savoir est-ce que l'aide va se reproduire ou non, s'il va falloir faire la demande ou si ça sera automatique. C'est vrai que c'est un peu quand même flou, je trouve,
pour les entreprises et pour tout le monde. Olivia, vous le savez, on est en direct avec tous celles et ceux qui nous suivent. Il y a Mélanie qui vous écoutait là à l'instant. Oui. Et Mélanie, elle vous pose la question, comment ça se passe pour les coiffeurs à domicile? Le savez-vous? Alors, très sincèrement, les coiffeurs à domicile, je ne sais pas tellement comment ça va se passer parce que c'est vrai que ils vont directement chez les gens. Ouais. Et... Baptiste, vous savez? Ah non, pas du tout, je sais pas. Je vous avoue que, après, je pense que, étant donné que le Premier ministre va aussi parler, on en saura également plus à ce sujet-là. Mais c'est vrai que pour les coiffeurs à domicile, je ne sais pas du tout. J'ai lu plusieurs papiers où vos confrères, leur planning était réservé, était plein sur plusieurs semaines, à partir du 11 mai s'il y a une réouverture. Vous, en ce qui vous concerne, est-ce que vos réservations sont pleines ? Alors, moi, pour ma part, pour l'instant, je n'ai pas pris de rendez-vous fixe. Disons que j'ai établi une liste d'attente avec les disponibilités de chaque cliente. Parce que tant que je ne sais pas si je vais ouvrir le 11 mai, je ne peux pas me permettre de prendre les rendez-vous si c'est pour au final dire à la cliente, bon, écoutez, tous les rendez-vous que j'ai pris, je suis obligée de les annuler et les reporter. Donc, j'ai une liste d'attente d'une 50aine de rendez-vous qui est écrite. D'accord, une 50aine de rendez-vous, ça vous fait une bonne semaine de travail, 2 semaines de travail ? Plus que ça, parce que là, c'est les gens vraiment que j'ai eus via les réseaux sociaux. Mais quand je vais reprendre, je sais que le téléphone, il va sonner toute la journée et que je vais avoir besoin d'une standardiste. On vous le souhaite. Est-ce que, Olivia, on a entendu ici ou là, sur certains médias, on a entendu dire que les tarifs pouvaient augmenter chez les coiffeurs? Alors, c'est vrai que je vois beaucoup sur également les réseaux sociaux que certains coiffeurs vont augmenter leurs tarifs d'1 ou 2 euros. Mais après, je pense que c'est surtout par rapport aux mesures d'hygiène qu'on va avoir. C'est sûr que si nous sommes obligés d'avoir juste un masque et une solution hydroalcoolique, bon, c'est pas non plus énorme. Mais si on est obligé d'avoir des blouses jetables, des tabliers jetables pour les clients, des serviettes jetables, etc., c'est aussi un surcoût pour nous. Bien sûr, qu'il faut répercuter à un moment donné, évidemment, sur les tarifs de vente. Une dernière question, Olivia, juste plus sur le ton de plus sur le ton de l'humour. Un conseil pour mes cheveux, qu'est-ce que je peux faire là maintenant, puisque a priori ça va être compliqué de venir chez le coiffeur à partir du 11 mai. On va faire nocturne, on va ouvrir le lundi et puis on trouvera de la place pour tout le monde. Moi, Anthony, je vous conseille d'aller chez le toiletteur. Vous avez vu, Olivia, il a quand même une très belle nature de cheveux, hein, Anthony. Regardez cette densité. Ça vous fait rêver, ça. Ah, ça me fait rêver. Moi, j'étais comme ça il y a quelques années en arrière. C'était hier. Merci beaucoup, Olivia. Voilà, merci. Vous en prie. Vous avez ouvert ce Lignes Ouvertes parce que effectivement, c'est un sujet important, le sujet de la coiffure. Et puis, ça touche à notre esthétique et évidemment, on y tient. Exactement. Voilà, et très bonne reprise à vous quand le moment va se présenter. Juste une chose quand même, une vraie question. Allez, une vraie question quand même. Est-ce que vous avez eu des échos de clients ou de clientes qui ont tenté de se couper les cheveux eux-mêmes et qui se sont complètement ratés? Ah oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Touchez à rien? Déjà, moi, j'ai quand même eu des clientes assez assidues alors c'était plus pour la couleur que pour la coupe, mais qui m'ont d'abord demandé et envoyé est-ce que je peux utiliser tel ou tel produit. Donc ça va, j'ai eu des clientes assez assidues pour ça, mais j'ai eu aussi des loupés. Donc s'il y a un trou, il faut laisser pousser. Vous voulez prendre rendez-vous, Anthony? Non, mais c'est bien, c'est un message que peut-être ma femme a entendu, elle ne touchera pas un ciseau. Voilà. Merci beaucoup, Olivia. Je vous en prie. Et bon courage pour la reprise. Merci beaucoup. Merci. Pendant ce temps-là, messieurs, Marie-Lise nous disait, elle revenait sur l'école, elle nous disait, est-ce que finalement cette étape du 11 mai, c'est pas une façon de repréparer un peu en douceur la rentrée de septembre? D'une certaine façon, oui. Je sais pas, parce qu'on va avoir une coupure quand même des 2 mois. Alors, peut-être que ça va être décalé d'une quinzaine de jours, la discussion est en cours, mais on va avoir une coupure de 2 mois, juillet-août. Repréparer les enfants, dans 1 mois et demi, ce sont les vacances, les grandes vacances. Je ne suis pas sûr que ça soit la lecture. Puis on est sur un rythme, on le disait tout à l'heure, qui va être particulier, avec une reprise échelonnée, avec des classes plus petites, avec toujours une partie des élèves qui seront en télétravail, mais non, en ENT. Donc non, je ne sais pas si on va pouvoir vraiment reprendre le programme là où il en était et puis le terminer. Ça paraît compliqué. La question revient sur les campings, évidemment. On se préoccupe de savoir si les vacances pourront être tenues comme certaines et certains aimeraient les tenir. Mais bon, les campings, pour l'instant, il n'y a pas
il n'y a pas d'ouverture, si je puis dire. Il n'y a pas d'ouverture. Ok, on va passer quelques images. Les routiers, vous en voyez passer si vous sortez un peu. Les camions continuent à livrer. Qu'en est-il? Vous le savez, c'est pas facile pour eux parce que les restaurants sont fermés. De nombreuses aires d'autoroute également sont fermées. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se lavent, qu'ils prennent des douches. Ils partent souvent plusieurs jours de chez eux. Eh bien, Dorothée Brimont est allée tendre le micro et l'objectif de la caméra. Je précise pour les auditeurs de Radio Sensation qu'il peut y avoir des moments où il y a un peu moins de son, mais c'est parce que le sujet laisse la place à l'ambiance. On se retrouve juste après et on parlera des restaurants. Un petit café pour la route. Merci. Ça fait 1,30 €. On a mis un service réservé aux chauffeurs et aux autres gens, de plans emportés, de la douche pour les routiers, les toilettes pour les routiers, parce qu'ils font partie aussi de notre vie. Même si on ne les voit pas, c'est important, les routiers, ça transporte tout. Il y a ceux qui ont les frigos, ils nous amènent les vivres, ils nous amènent les légumes, ils nous amènent ce qu'il faut pour nous personnellement et dans toutes les familles. Et on a mis aussi un petit dépannage d'épicerie, de boissons, de ce qui n'avait pas cours avant parce que ici à Biville, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion et c'est aussi important qu'ils puissent se dépanner d'une plaque de beurre, 1 kilo de farine, des petites choses qu'on ne pense pas forcément quand on va faire les grosses courses. Et puis après, moi le soir, si le chauffeur est retourné dans son camion, je mets des barquettes comme ça pour le plat principal. Mon mari est routier à la base, donc je connais leurs problèmes et c'est aussi ça fait partie aussi de ma vie de pas récupérer, on va dire, un chauffeur en charpie parce qu'il n'a pas pu se laver, parce qu'il n'a pas pu aller aux toilettes, parce qu'il n'y a pas eu à manger correctement et c'est normal c'est notre lien entre tout un monde de personnes et Voilà, écoutez, toutes nos excuses aux auditeurs de Radio Sensation. C'est vrai que ce sujet vidéo possédait quelques moments de secondes où il n'y avait pas de son. Et donc, ça n'était pas l'antenne qui était coupée chez Radio Sensation, c'était notre sujet qui n'avait pas de son. Voilà, nous reprenons le cours de notre programme avec Philippe Coudy, qui est le président de l'UMIH. C'est l'Union des métiers des industries hôtelières. Bonjour Philippe Coudy. Bonjour Sylvain. Alors, outre le fait d'être le président, ce qui est tout à fait honorable, mais vous êtes de manière très opérationnelle aussi un entrepreneur dans la restauration. Donc, bien évidemment, vous savez très précisément de quoi vous parlez. Première question, on vous lance. C'est quoi le moral chez les restaurateurs, au moins pour tous ceux que vous connaissez? Écoutez, notre situation, elle est très, très, très difficile. Beaucoup d'inquiétudes légitimes quand on sait surtout que le déconfinement, dont la date n'est pas encore fixée en ce qui concerne nos métiers, il sera de toute façon, quelle que soit la date, très, très progressif. Et notre inquiétude, c'est que les mesures qui ont été prises aujourd'hui soient insuffisantes dans le cadre de ce déconfinement progressif. Vous savez que, dois-je rappeler que les touristes internationaux ne seront pas là, qu'il y aura une baisse du pouvoir d'achat de la plupart de nos compatriotes, et puis une prudence aussi importante des personnes âgées qui constituent sur les mois de juin et sur les mois de septembre une clientèle de choix, oui. Baptiste. Voilà.
Oui, 110 députés de la majorité plaident pour une réouverture dès le 15 mai des restaurants, bars. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que cette réouverture serait conditionnée par l'obtention d'un label sanitaire et aussi un nettoyage des tables et des chaises entre chaque service? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est réalisable, réouverture le 15 mai des restaurants? Non. Personnellement, je pense que non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Par contre, et j'ai écrit au préfet de Seine-Maritime la semaine dernière pour lui demander la possibilité que les ventes à emporter, que les établissements de restauration qui font de la vente à emporter puissent réouvrir leurs terrasses sans service, mais avec la possibilité d'accueillir la vente à emporter sur nos terrasses, espacées, aménagées de telle façon qu'il y ait effectivement de la distance entre chaque table. Et je ne vois pas pourquoi il serait sanitairement plus responsable de faire de la vente emportée que notre client acheteur se mette sur un banc public plutôt que sur une table de terrasse qui aurait été aménagée. Ça serait la possibilité, j'entendais parler des routiers tout à l'heure, sur certains établissements, un service qui pourrait leur être fourni. Anthony. Et un retour à la normale, parce que la date du 15 mai, on a bien compris, plutôt contre. Pour vous, une date d'un retour à la normale? La date du 15 mai, elle est trop proche. Oui, trop proche, oui. Le sanitaire pour la jouer, à mon avis. Alors, quelle date pour vous, Monsieur Coudy? Alors, la bonne date, c'est celle qui va se situer, à mon avis, il faut beaucoup de souplesse là-dedans. C'est là où le fait de décider unilatéralement, nationalement d'une seule date me paraît très compliqué compte tenu de la complexité des différents modèles économiques de notre métier. Ça va de l'étoilé à un café, en passant par et puis des régions touchées, des régions pas touchées, des régions où la saisonnalité est extrêmement puissante pour une partie de nos adhérents. Et donc, il faut arriver à mettre de la souplesse dans tout ça. Alors, c'est un sujet complexe, mais il y a trois périodes. Il y a jusqu'à la réouverture, et la bonne date va se situer entre le début juin et puis le début juillet, sûrement, jusqu'à la réouverture totale, en dehors de ce dont je vous ai parlé sur la possibilité de coupler vente à emporter et terrasse sans service. Notre stratégie, c'est sur cette période-là, où on a zéro recette, on veut zéro charge. L'équation est assez simple. Zéro recette, zéro charge. Philippe Coudy, il y a eu justement beaucoup d'annonces là-dessus la semaine dernière sur le report, voire l'annulation des charges. Il y a aussi des aides qui sont mises en place par l'État. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est suffisant? Alors, c'est déjà important, mais ce n'est pas suffisant. Je rappelle d'ailleurs que l'annulation des charges sociales, il faudrait nous en préciser, est-ce que c'est à partir du 1er mars ou du 15 mars, date effective de la fermeture administrative de nos établissements. Et je vous rappelle, à vous journalistes, que dans le cadre du chômage partiel, les allocations que nous préfinançons, et dont nous ne sommes pas en totalité remboursés aujourd'hui, donc ça c'est un autre sujet, mais elles sont hors charges sociales. Donc, est-ce qu'il s'agit de charges sociales dans le cadre de la deuxième période, donc jusqu'à la réouverture, l'équation simple, zéro charge, zéro recette, zéro charge, mais pas que les charges sociales, puisqu'elles sont très faibles sur cette période-là. On parle des loyers et on se bat tout particulièrement de telle façon que les assureurs essayent de faire un effort pour prendre en charge les loyers commerciaux des petits bailleurs, les grands bailleurs ayant déjà, je crois, donné une possibilité. Et qu'on comprend que les petits bailleurs ne puissent pas, certains vivent que de ça, des loyers commerciaux qu'ils ont, et il y a d'anciens restaurateurs qui ont fait l'acquisition des murs et qui sont ensuite à la retraite avec ce type de revenus. Oui. Philippe Coudy, excusez-moi, je vous interromps, mais parce qu'on essaie d'être le plus réactif possible par rapport à nos web spectateurs, à nos auditeurs. On a Françoise et Patrick là qui vous écoutent et qui nous demandent un point de détail. Est-ce que vous payez pour les terrasses, les tables et les chaises en extérieur, sur l'espace public? Alors, je crois que oui, il y a des taxes. Hein. Oui, enfin, vous allez nous dire. Et est-ce qu'éventuellement, Rouen a fait le choix justement de ne pas vous faire payer cette année, si je ne dis pas de bêtises, sur la ville de Rouen? Oui, ça c'est le minimum. Donc là, il n'y a pas de surcoût pour les terrasses en ce qui concerne la territorialité de Rouen.
Il y a une annulation de cette taxe-là, qui est une taxe municipale. Mais ce n'est pas forcément la même chose sur tous les territoires, j'imagine. Voilà. C'est une décision municipale. C'est municipal. Non, mais je pense que ça sera acté par la plupart. Oui. On a écrit aussi au certainement. président des maires de Seine-Maritime. Ça va être acté sur l'ensemble du pays. Parce qu'il est impossible aujourd'hui, psychologiquement, à une mairie d'envoyer un droit de terrasse, une facture de droit de terrasse, alors que nos établissements sont fermés. Ça serait le con. Philippe... Donc là-dessus, à mon avis, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est nos loyers aujourd'hui, nos loyers commerciaux. Baptiste. Oui, Monsieur Coudy, pour relancer la machine et éviter la grande lessiveuse en termes d'emploi, est-ce qu'un retour pour vous à la TVA à 5,5 serait une bonne chose? Oui. C'est une... Gilles Goujon, grand chef étoilé de notre pays, le patron du groupe Bertrand sur Paris, qui a 30 000 salariés, un grand groupe de restauration, demande. Et moi, je soutiens cette position. Alors, pas en totalité, parce qu'il faut que les finances publiques se financent aussi, mais sur la période de reprise pendant 6 mois, ça serait, puisqu'on va avoir... L'année 2020, en fait. Pendant l'année 2020, en fait. Oui, l'année 2020 ou 6 mois, si nous reprenons, parce qu'on n'en sait rien aujourd'hui, si on reprend au mois de juillet, ça peut être toute l'année 2020, mais vous savez qu'on va avoir des coûts supplémentaires. D'abord, on va avoir des recettes très inférieures, largement inférieures à ce qui c'est 2019, et ça va tourner entre 30, 40, 50% au mieux. On signerait tout de suite pour 50% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Philippe Coudy, vous évoquiez également donc les problèmes concernant l'absence de date de réouverture des restaurants. Les soucis qui se posent aussi, c'est en termes de recrutement. Si jamais vous deviez rouvrir, le fait de ne pas avoir de visibilité, vous expliquiez que c'était problématique pour recruter des saisonniers. Est-ce que vous pouvez détailler cet aspect-là ? Oui, c'est une difficulté. On aurait préféré avoir une date, inverser le raisonnement. On peut comprendre que le gouvernement soit prudent sur les faits, les exigences sanitaires, mais on nous aurait fixé une date en disant au lundi 15 juin prochain, vous aurez la possibilité de réouvrir, sous condition bien évidemment que le déconfinement se passe correctement. Alors à ce moment-là, il y a une mobilisation, il y a la possibilité pour nos établissements saisonniers de faire des pré-contrats qui seraient conditionnés bien évidemment à la validation générale de cette date de réouverture. Oui. Ça aurait été, à mon avis, plus efficace. Très bien. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Coudy, d'être à nouveau intervenu. C'est le 29e numéro. Vous étiez intervenu là, il y a 3 semaines à peu près. Peut-être à bientôt. En tout cas, on vous souhaite vraiment de tout cœur le meilleur. Parce que on est tellement nombreux à avoir hâte de refréquenter vos établissements et vos terrasses que j'imagine que là, c'est un espoir commun que nous partageons. Merci. Exactement. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est aussi l'époque du Ramadan, on le disait. Dans quelques instants, nous serons avec Mohamed Karabila du comité du culte musulman pour parler du Ramadan. Quelques mots sur l'actualité. Vous voyez, pendant que Philippe Coudy s'exprimait, Nathalie, ce n'est pas la Nathalie fidèle de d'habitude, c'est une autre Nathalie, mais coucou Nathalie quand même. Elle dit un grand merci à toutes les couturières qui réalisent des masques, c'est vrai. Et puis on a Marie-Lise qui ajoute, est-ce qu'il n'y aurait pas une pénurie d'élastique ? On en est où avec tous ces masques qui sont fabriqués, dont on nous disait d'ailleurs au tout début qu'il ne fallait pas du tout que les masques en tissu se portent et que maintenant c'est l'inverse. Les masques arrivent en pharmacie. Ça y est, les pharmaciens ont eu l'autorisation de vendre les masques au grand public. Donc, à partir d'aujourd'hui ? Ah oui. Alors attention, il ne faut pas non plus se rendre en pharmacie tout de suite, puisque là il n'y a que 50% des officines qui sont approvisionnées. Donc voilà, qu'on n'aille pas harceler tous les pharmaciens, mais ça arrive en effet, Anthony a raison. Ça arrive et il y aura des volumes conséquents, tout le monde sera servi. Enfin, voilà, Qu'est-ce qu'on peut dire pour celles et ceux qui nous regardent dans le courant de la semaine ? À partir d'aujourd'hui, donc effectivement, petit à petit, ça va arriver, je ne vais pas dire au compte-gouttes, mais en tout cas au long cours. Donc dans le courant de la semaine, de toute façon, on risque de voir se former des files d'attente devant les pharmacies. Je pense que quand on en verra plus, c'est qu'on pourra y aller sereinement. Voilà. Bien sûr, et malheureusement, quelquefois, la vie continue et l'actu aussi propose ces nouvelles attristantes. Mais vous vous rendez compte de cela aussi, Baptiste Leroux, dans le journal Paris-Normandie d'aujourd'hui, puisque vous êtes, je le rappelle, le journaliste responsable de ce qu'on appelle le service police-justice dans les médias. Voilà, vous nous faites part d'un fait divers à Fécamp. Oui, terrible fait divers. C'est un témoignage qui a été recueilli par
Suzel Gaube, un beau témoignage, un triste témoignage d'une maman qui a perdu son enfant de 18 mois, une petite Mia, qui a été retrouvée morte dans une rivière près de Fécamp, à Gansville. Voilà, la maman et la famille ont tenu à s'exprimer, à se confier dans nos colonnes ce matin pour expliquer un petit peu le contexte de ce drame. Une enquête est en cours, il ne faut pas aller trop vite sur les conclusions, mais selon les premiers éléments, il s'agirait d'une piste accidentelle avec une petite fille qui malheureusement s'est égarée et est tombée dans la rivière. Donc une autopsie a été ordonnée, elle aura lieu vraisemblablement cet après-midi ou demain au plus tard pour tenter d'expliquer ce qui ressemble très fortement à un accident domestique dramatique. Bon, j'imagine que vous nous en direz plus au fur et à mesure que les informations s'accumuleront. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans l'édition du jour, messieurs, s'agissant des infos un peu extérieures à la crise sanitaire et au Covid-19 ? On a plein de choses. On a parlé tout à l'heure sur les questions de retour à l'école. Voilà, il y a un gros dossier là-dessus. On est revenu également, c'est un article de Thierry Rabier sur les blocs opératoires qui vont pouvoir relancer leur activité. On sait qu'il y a pas mal d'opérations qui avaient été programmées au tout début de la crise sanitaire pour pouvoir pallier le manque de lits et qu'il pouvait y avoir en réa. Donc voilà, là c'est plutôt bon signe, c'est plutôt encourageant de se dire que des opérations autres peuvent reprendre. Ça veut dire que quelque part les hôpitaux ont confiance en la suite. Il y a tout un sujet économique avec le réseau Femmes et Challenge qui aborde aussi tous les aspects de la crise. Je me tourne vers Baptiste sur les autres sujets qu'il peut y avoir dans le journal du jour. Il y a plein d'autres sujets liés au coronavirus, bien sûr, dans notre édition spéciale. Nouvelle édition spéciale, hein, c'est 20 jours, c'est 20 pages tous les jours. Ce qu'on n'a pas mis dans les pages du daté de ce matin, puisque c'est arrivé tardivement, c'est quelques tensions qui sont survenues hier soir sur les Hauts de Rouen, avec quelques échauffourées entre une trentaine de personnes et puis les forces de l'ordre, notamment des tirs de mortier d'artifice, quelques poubelles qui ont été incendiées. Donc vigilance un petit peu, on est en tous les cas vigilance de l'autorité publique. Ce confinement commence à être long. En effet, le 11 mai, c'est encore dans une quinzaine de jours. Il fait chaud. Voilà, donc quelques tensions qui interviennent aussi. Déjà, il y a eu quelques tensions au Havre il y a une dizaine de jours. Voilà, les quartiers normands sont encore accessibles, hein, il n'y a pas de difficulté particulière, mais il faut quand même observer cette chose se faire. Et au-delà des tensions qu'il peut y avoir dans les quartiers, on a vu un certain relâchement, par exemple à Paris ce week-end, avec des images assez impressionnantes. C'était à Montmartre, il me semble. Il y a une espèce de grand bal improvisé qui a été organisé. Dans le 18e. Voilà, donc il ne faut pas relâcher les efforts. On est à 15 jours de la fin du confinement, la fin partielle du confinement, c'est pas le moment de craquer, donc on insiste encore à rester chez vous. Alors, il y a un lieu de Normandie où le confinement est parfaitement respecté, tout simplement parce qu'il n'y a plus personne, c'est le Mont-Saint-Michel. Nous sommes allés hier, et d'ailleurs on vous en proposera dès demain, vous nous retrouverez, j'imagine, avec plaisir pour voir ces images, des images du Mont-Saint-Michel, de l'intérieur du Mont-Saint-Michel, absolument, totalement désert. Un reportage plaisir, ça, monsieur Richon, un reportage plaisir. Sauf qu'il faut accéder, hein, parce que le Mont-Saint-Michel est absolument interdit d'accès, donc il a fallu négocier avec les autorités. Mais étonnant de voir que lorsque vous promenez dans les rues du Mont-Saint-Michel, eh bien, vous entendez le bourdonnement des insectes, pour vous dire que le bruit est tombé à zéro. D'autant plus qu'hier, il n'y avait pas de vent. Donc on vous montrera ces images de vin. Alors, qui est-ce qui reste au Mont-Saint-Michel ? Eh bien, il reste 3 pompiers, 2 gendarmes, quelques sœurs et quelques frères, puisqu'il y a le monastère, et puis les insectes, les goélands, les mouettes, et c'est tout. Et le premier qui dit que le Mont-Saint-Michel est en Bretagne, voilà, c'est la porte. Il est en Normandie, monsieur. Voilà, il est en Normandie, car le Quénon, dans sa folie, l'a mis en Normandie. Et voilà, et tant mieux pour les Normands. Eh bien, nous sommes avec Mohamed Kalaribila du culte musulman de Rouen. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Lignes Ouvertes. Ça y est, la connexion est établie ? La connexion s'est établie. Vous nous entendez ? Bonjour. Oui, c'est Mohamed Kalaribila. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans Lignes Ouvertes. Comment se déroule ce ramadan dans des conditions particulières ? Parce qu'on sait que c'est un moment, notamment au moment de la rupture du jeûne, un moment de fête, de partage. Là, en l'occurrence, pas de grand rassemblement. Donc comment s'organise cette période pour vous ? Ouais, comme vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois saint chez les musulmans.
Donc ce mois-ci constitue en fait une expérience volontaire de faim et de soif. C'est aussi l'occasion de mesurer la souffrance de ceux qui subissent la pauvreté et la précarité toute l'année. C'est un mois de charité par excellence et il s'achève par acquitter ce qu'on appelle l'aumône. Mais malheureusement, cette année, ça va être difficile parce que, comme vous le savez, on est confiné. Mais bon, moi je dis que c'est une pratique un peu cachée. Le ramadan, c'est une pratique cachée qui cadre parfaitement avec le confinement. C'est aussi un grand moment de partage quand même, le ramadan. C'est là où c'est paradoxal. Oui, tout à fait. C'est un moment où toutes les familles se rencontrent après le coucher du soleil. On prépare les repas ensemble. Et moi, comme responsable d'un lieu de culte, on confectionnait les repas pour les étudiants, pour des familles nécessiteuses. Mais malheureusement, cette année, ça va être très, très difficile vu l'urgence sanitaire. Donc, j'espère qu'on va quand même... pas j'espère, mais on est en train de s'associer avec des associations qui font ça toute l'année pour éventuellement faire des colis alimentaires pour aider un peu les étudiants et quelques familles nécessiteuses. On a évoqué des messes qui ont pu se tenir dans des églises, aussi dans d'autres régions, des mosquées qui ont accueilli des fidèles. Quelle est la situation en Normandie aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu des échos de non-respect du confinement? En tout cas, en Normandie, je ne crois pas, puisque moi, je suis le président du conseil régional des cultes musulmans de la Haute-Normandie. Et on avait fait une réunion le 12 mars avec tous les responsables du lieu de culte. Et on avait défini une stratégie, c'est-à-dire qu'on avait décidé de fermer les mosquées entre le 13 et le 15 mars. C'est ce qui a été fait. Je peux vous donner toutes les mosquées, Ilbeuf, Ponteleu, Rouen. Donc toutes les mosquées de notre région ont fermé entre le 13 et le 15 mars. Donc il n'y a pas eu d'accueil de fidèles, quoi. Est-ce que vous organisez vous gardez un lien avec les fidèles musulmans via les réseaux sociaux, peut-être? Oui, tout à fait. Donc chaque mosquée s'est organisée avec ses fidèles, mais le CRCM, il a créé une chaîne sur YouTube qui s'appelle CRCM et les mosquées de la Haute-Normandie. Et tous les soirs, on diffuse, pendant quelques minutes, on diffuse des messages de nos imams pour les fidèles. Voilà, on demande aux gens de rester chez eux, de se confiner, parce que le plus important, c'est de préserver la vie. Et ça, c'est un principe fondamental dans notre religion. Donc, on a ce lien avec les gens à travers... Très bien. Une dernière question de Baptiste. Oui, il y avait des difficultés, Monsieur Karabila, pour les inhumations des musulmans. C'était compliqué. On sait que la toilette des musulmans occupe une place importante au moment du décès. Est-ce que vous avez trouvé des solutions Si vous pouvez répondre assez rapidement, Monsieur Karabila, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Oui, c'est vraiment le problème qu'on a rencontré. C'est de ne pas faire la toilette mortuaire et les familles ne l'acceptent pas, en fait. Elles l'acceptent difficilement. Donc, malheureusement, on n'a pas d'autre solution. Donc, on a eu des décès, on n'a pas fait de toilette mortuaire. D'accord. Bien, écoutez, merci d'avoir témoigné avec nous auprès de notre équipe et puis de toutes celles et ceux qui nous regardent dans Lignes Ouvertes. Merci, Monsieur Karabila. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Alors maintenant, nous allons changer de registre. C'est la loi du genre dans ce rendez-vous quotidien. Nous allons passer à l'économie, mais de l'économie concrète, pratique, et puis là en plus positive, parce qu'on parle beaucoup des difficultés économiques. Je crois qu'il y a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est-à-dire ne serait-ce qu'au mois de mars, je crois que le chômage a grimpé de plus de 7%. Alors, bon, 11 millions de chômeurs par soir. Donc souhaitons que effectivement tout cela ne soit que temporaire, mais il y a quand même des entreprises qui continuent à fonctionner. On l'a vu d'ailleurs dans l'agroalimentaire, puisqu'on vous a passé un certain nombre de sujets déjà depuis une semaine à 15 jours. Bien sûr, l'agroalimentaire tire son épingle du jeu, si je puis dire, mais dans l'industrie, c'est également le cas. On va dialoguer avec le directeur commercial d'une, ce que j'appellerais, tant pis si sa modestie en prend un coup, mais une belle entreprise industrielle qui se trouve au Havre, c'est l'entreprise Chambrelan, et on est avec Frédéric Fréon, son directeur commercial. Bonjour.
Bonjour Sylvain. Alors, actuellement, pourquoi on vous donne la parole? Parce qu'on s'est aperçu que vous communiquiez sur le fait que Chambrelan, au Havre, vous allez en 2 mots très rapides nous dire quel est l'objet de votre activité, mais vous continuez à bosser, vous continuez à produire, vous n'avez pas de problème sur la chaîne d'approvisionnement. Rappelez-nous tout de suite déjà ce que vous faites, pour qu'on comprenne bien, en quelques mots. Chambrelan, oui, c'est une entreprise havraise qui produit depuis plus de 70 ans des glissières télescopiques et des rails de guidage, donc destinés à l'industrie en général. Et est-ce qu'il se peut qu'on en ait dans nos maisons, dans nos appartements? Alors vous en avez un petit peu si vous travaillez avec des menuisiers ou des ébénistes qui font des meubles sur mesure avec vous. Dans nos cuisines, dans nos cuisines par exemple? Voilà, dans la cuisine, des placards, des portes à galandage, mais après dans la vie de tous les jours aussi, dans les transports en commun, ces glissières permettent de guider les portes de votre train, les portes du tram, etc. Alors, quelques mots, quelques chiffres très vite. Hein. Quand je disais belle entreprise, c'était eu égard à l'activité commerciale. Vous faites 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez 6 filiales à l'étranger et vous exportez à peu près à 70% de votre chiffre d'affaires. Question d'Anthony Cadroy. On imagine quand même qu'avec la situation, en termes d'export, ça doit être compliqué en ce moment. Alors, on sait ça, l'entreprise est diversifiée sur ses marchés, 70% même, c'est en train d'évoluer encore à la hausse. Alors en ce moment, oui, depuis le mois d'avril, on est sensiblement touché par la crise sanitaire, sachant que certains marchés parfois se compostent. Nous avons vu récemment, avec notre directrice export, la reprise de l'activité en Asie. Oui, question également. Oui, non, par rapport à l'activité, puisque Sylvain disait il y a quelques minutes que ça tournait bien en ce moment, est-ce que vous envisagez au moment du redémarrage, enfin en tout cas au moment de la fin partielle du confinement, des embauches? Alors pour l'instant, ce que nous avons fait, c'est que nous avons maintenu l'activité, comme Sylvain Richon le disait tout à l'heure. Nous nous sommes adaptés, nous avons mis en place notre plan de continuité d'activité, ce qui fait que, à part sur les services supports comme le commercial, la comptabilité, mes collaborateurs, mes collègues se sont retrouvés en télétravail. Au niveau des techniciens, de l'usine et des ateliers, tout le monde est présent. Aujourd'hui, on est prêt pour maintenir l'activité, à continuer à augmenter notre niveau de stock pour 2 choses, maintenir l'activité, mais éventuellement faire face demain à une reprise forte de l'activité, surtout pour les grands groupes où on remarque quand même qu'ils ont un peu plus de mal que les petites ou moyennes entreprises à redémarrer. Vous qui nous regardez sur les supports numériques de Paris Normandie et qui nous écoutez sur les ondes de Radio Sensation, restez bien avec nous puisque dans quelques instants, nous irons en direct à Moscou. Encore une question d'Anthony Cadroy. Oui, une question, vous avez 6 filiales à l'étranger, elles sont où ces filiales? En fait, ce que je veux savoir, c'est si dans d'autres pays, vous avez plus de facilité en ce moment pour travailler qu'en France. Alors, en fait, c'est très, très contrasté. On a 5 filiales en Europe et une en Amérique du Nord qui, pour l'instant, réagit plutôt bien. Elle est basée au Canada pour les 3 pays d'Amérique du Nord. Pour ce qui est de l'Europe, en fait, on a vu des vagues. Par exemple, l'Espagne qui s'est arrêtée de travailler pendant 2 semaines, mais qui a repris assez rapidement au niveau de l'industrie. On a vu le même schéma en Italie. Je dirais que c'est peut-être plus en France, finalement, où les discours des dirigeants ont peut-être fait un peu peur aux entreprises et ont fermé très tôt, très vite et assez longtemps. Merci beaucoup, Frédéric Fréon. C'est important, c'était important de vous avoir parce que vous représentez le monde de l'économie régionale, ce sont les entreprises des départements normands qui nous entourent et grâce auxquelles la vitalité du territoire ne se dément pas, un peu plus en ce moment à cause du Covid, mais voilà, on espère que tout ça va reprendre. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, vous qui nous suivez, je le disais à l'instant, je le rappelais, parce que c'est important que se profile bientôt l'heure du déjeuner, mais ça vaut le coup que vous restiez avec nous, parce qu'on va partir à Moscou. Alors finalement, Anthony, on se balade là depuis un moment, depuis la semaine dernière, dans divers pays de la planète. On se promène et on se rend compte que le confinement est différemment vécu que l'on vive en Californie ou à New York d'ailleurs, comme nous l'ont expliqué nos invités. Je suis curieux de savoir ce que va nous dire la personne qu'on rencontre à Moscou, parce que on en entend aussi pas mal parler, donc on va pas tarder à la voir en ligne, il me semble. Je crois qu'on l'a par Skype. Et ben voilà, on a Grégoire Chénon. La magie de la technique. Voilà, c'est magique, ça arrive de Moscou. Bonjour Grégoire.
Bonjour. Voilà. Bonjour. Et si vous pouvez baisser un tout petit peu peut-être pour que vous remontiez un peu dans l'image, ça sera voilà, c'est aussi agréable. C'est aussi agréable. Alors, on est, on le disait, hein, en direct de Moscou. Vous habitez dans un, c'est vous qui le dites d'ailleurs, un petit appartement de centre-ville. Hein, c'est ce que vous dites. Et vous êtes, pour votre profession, vous êtes le directeur marketing de la Chambre de commerce franco-russe. Alors, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse aussi celles et ceux qui nous regardent, c'est comment se passe la vie quotidienne. Comment vous vivez chaque jour à Moscou? Alors, la vie quotidienne à Moscou, je pense qu'elle est un petit peu comme dans beaucoup de pays dans le monde. Ça fait à peu près un mois qu'on est isolé aussi, donc obligé de rester à la maison, de travailler à la maison. Le confinement s'est fait de manière assez progressive en Russie et il n'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. Il n'y a pas de date définitive encore de la fin. Donc voilà, on prend son mal en patience et on apprend à vivre différemment. Est-ce qu'il est bien respecté ce confinement par les Russes? Alors, à Moscou, il est plutôt bien respecté. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Les transports en public sont vraiment vides. Depuis la semaine dernière, il y a un système de laissez-passer qui a été mis en place. Donc, à travers une application, les personnes doivent montrer un code quand ils sont dans les transports publics, quand ils prennent le taxi, quand ils sont dans leur voiture, pour justifier de leur déplacement. Mais sinon, pour les déplacements dans le quartier, pour aller faire des courses, il n'y a pas de contrôle. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on risque en France? Voilà, il y a des amendes qui peuvent être distribuées. Qu'est-ce qu'on risque à Moscou, en Russie? Il y a aussi des amendes qui sont distribuées si vous êtes contrôlé au volant de votre voiture sans justificatif. Si vous ne pouvez pas expliquer que vous allez travailler ou que vous avez une raison impérative, vous pouvez aussi recevoir une amende. Vous disiez qu'il n'y avait pas de date de fin de confinement. Est-ce que vous avez une idée? Nous, on s'oriente vers le 11 mai. Vous avez éventuellement, si ce n'est une idée, un espoir? Alors, je pense que nous, ça va être un peu après la France, parce que la crise n'a pas encore... si on parle de courbe, on n'est pas encore atteint... Vous n'êtes pas au pic. Voilà, exactement. Le seul repère, c'est le fait que la grande parade qui a lieu chaque année le 9 mai pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale a été reportée. Donc on sait au moins que s'ils ont reporté cet événement-là, c'est un signe que les choses sont graves. Je pense que ce sera plutôt au mois de juin, à mon avis. Sur le plan sanitaire et sur le plan médical, est-ce que vous sentez aussi que les hôpitaux en Russie sont surchargés, sont saturés? Combien vous avez de morts? C'est malheureusement un petit peu la jauge de repère par rapport aux pays européens, à la France ou aux pays asiatiques. Alors, je ne suis pas un expert, je ne pourrais pas vous dire précisément... Nous non plus, ça tombe bien. Non, les chiffres, en Russie, on a à peu près 80 000 contaminés pour 800 personnes décédées. Donc, c'est un ratio assez faible par rapport à beaucoup de pays comme le nôtre. Donc, c'est tout dans la gestion des statistiques, de la manière dont les gens sont testés ou pas. C'est un peu difficile de s'en rendre compte. 800 personnes décédées, c'est un chiffre qui semble relativement faible. Oui. Est-ce que vous pensez que nous sommes sur de vrais chiffres? Alors, je ne pourrais pas vous dire. C'est vraiment très difficile de le croire. En tout cas, ce sont des chiffres dits officiels. Oui, ce sont les chiffres officiels, les chiffres publiés, exactement. Je pense que ces chiffres sont plus importants en réalité. Mais après, en Russie, si on regarde les statistiques, celles qui nous sont transmises, la plupart des malades sont des personnes qui sont beaucoup plus jeunes qu'en Europe. Donc, ce qui peut expliquer un taux de mortalité plus faible. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en Russie, l'espérance de vie est beaucoup plus de 10 ans inférieure à celle qu'on a nous en France. Donc, quand on regarde les personnes qui sont décédées en France, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est plutôt des personnes qui ont plus de 80 ans en moyenne. En Russie, l'espérance de vie étant plus faible, ces personnes-là sont statistiquement déjà décédées souvent. Un peu malheureusement. En Normandie, l'âge médian est de 82 ans de mémoire. Vous êtes également, on le disait en préambule, directeur marketing de la Chambre de commerce franco-russe. Comment, dans quel état est l'économie russe actuellement? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo là-dessus? Alors, une fois de plus, je ne suis pas expert de l'économie russe, mais donc la situation est très difficile, donc, comme dans tous les pays. Ici, donc, tous les magasins non vitaux, tous les restaurants, les cafés sont fermés. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics au niveau fédéral, mais aussi au niveau des différentes localités, donc à Moscou notamment, pour soutenir l'économie locale. Mais malgré ça, on attend une récession très importante, on attend du chômage assez important.
Mais personne n'est capable de dire combien de temps la crise va durer. Donc voilà, c'est assez difficile. Il faut noter aussi qu'en Russie, l'économie est aussi liée au cours du rouble et au cours du pétrole. Donc voilà, ça a aussi un impact assez important sur l'économie russe. Est-ce que vous avez la même polémique qu'en France autour des masques? Alors, j'ai pas beaucoup suivi cette information en Russie. Je pourrais pas vous répondre précisément sur ce point de vue-là. Enfin, vous n'avez donc peut-être pas entendu parler, donc ça veut dire qu'il y aurait peut-être moins de polémique. Enfin, vous n'avez pas d'obligation de porter le masque Non, il n'y a pas d'obligation de porter le masque. En France, on peut percevoir quelques critiques sur la gestion de la crise. Certains pensent que ça patauge un petit peu au niveau de l'exécutif. Est-ce que c'est le sentiment aussi des Russes chez vous ou pas? Je pense que la situation en fait est très différente en fonction des endroits en Russie. C'est là aussi on se rend compte que le pays est très grand, mais aussi très différent en fonction des régions, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel. Il y a par exemple la région de Kaliningrad, vous savez, cette petite enclave vers la Baltique, et qui est déjà en train de se déconfiner, tandis que dans d'autres régions, dans le Caucase par exemple, il y a eu des manifestations contre le confinement. Donc les réactions sont assez différentes en fonction de la situation. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Grégoire Chéneau. C'était très sympa d'attendre un petit peu le moment qu'on vous contacte pour passer à l'antenne. Et puis, on vous souhaite bon confinement. Merci, bonne journée à vous. On espère pour le peu de temps qui restera à le respecter. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Et puis à ce stade, je voudrais remercier notre chargée de production des relations internationales, Marie-Lise Trochu, grâce à laquelle, outre ce contact, grâce à vous, Anthony, vous nous avez permis d'aller sur la côte ouest américaine. Sinon, l'ensemble des autres contacts, eh bien, c'est Marie-Lise Trochu qui nous gère tous ces contacts. Et je crois qu'elle m'a dit qu'elle nous apporterait sur le plateau un moine qui vit en Lituanie. Voilà, on voyage et on voyage. En tout cas, on ira prochainement au Japon aussi, et puis j'espère qu'on ira prochainement au Brésil. Ça nous intéresse aussi d'aller au Brésil avec son si on peut avoir un peu de soleil, un peu de soleil, et puis des nouvelles de ce président un peu contrasté. Il y a des questions à poser, effectivement. Voilà. Eh bien, nous passons à l'artisanat. L'artisanat, comment se porte-t-il? Alors, il n'y a pas que les boulangers, sachant que celui qu'on accueille maintenant sur le plateau est un boulanger de métier, mais on l'accueille au titre de son mandat. Son mandat, c'est celui de président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie. Jean-Denis Mélin, bonjour. Nous entendez-vous? Nous vous voyons. Mais nous avons l'impression que... Alors voilà, apparemment le son ne passe pas de Jean-Denis Mélin vers notre plateau. Ce qu'on appelle un moment de solitude. Moi je vous entends très bien. Eh bien voilà, c'est arrivé. Voilà. L'équipe de régie a fait merveille. Bonjour. Merci, bonjour Jean-Denis Mélin. Oui, je rappelais que vous étiez boulanger de métier et avec vous, on échange quelques minutes sur l'artisanat en Normandie, ces métiers, dont certains tirent bien leur épingle du jeu, je pense, et puis d'autres ont beaucoup plus de mal. Qu'en est-il très concrètement là, si vous pouvez nous illustrer en prenant quelques exemples de métiers? Eh bien, comme vous disiez, je suis boulanger, donc nous avons obligation de rendre service à la population sur tout le territoire normand, mais pas que. Et 100% des boulangeries sont ouvertes sur le territoire normand. Alors, qui tire des épingles du jeu, je ne peux pas vous dire. On parlait plutôt ceux qui sont dans l'agroalimentaire en général. Compliqué quand même. Oui. Nos amis bouchers, j'ai des tendances, par exemple, nos amis bouchers, je ne parle pas des traiteurs, hein, bien sûr, hein, je parle des bouchers purs. Apparemment, eux ne se plaignent pas. Et... Non, et puis il y a des filières d'ailleurs qui sont très contrastées, vous voyez, parce qu'on fait des sujets chez les éleveurs de bœufs, par exemple, et bien chez eux c'est dur, les bœufs, surtout quand les débouchés sont en restauration, ça ne s'écoule pas. Et par contre, on a fait un sujet chez un éleveur de porc qui lui n'avait pas de problème, ça s'écoulait et il vendait, il n'avait pas de souci. Tout à fait, voilà. C'est exactement le ressenti sur la filière viande, on va dire, que l'on a. Tout simplement pourquoi? Parce que les familles sont évidemment confinées, hein, comme tout le monde, comme on l'est tous. Et évidemment, il n'y a pas de restauration extérieure, il n'y a pas de restauration scolaire, donc les enfants mangent à la maison. Et puis, on a plus de temps aussi pour faire de la cuisine. Et je crois que ça permet aux consommateurs, aux Français, de redécouvrir la cuisine et puis de cuisiner des morceaux qui n'ont pas l'habitude forcément de cuisiner et de se faire plaisir. Baptiste. Monsieur Mélin, est-ce que vous pensez justement que les gens vont changer leur comportement? Est-ce que le Covid-19 aura eu au moins ce mérite, c'est de faire retourner les gens dans les petits commerces, chez le petit artisan
est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement d'attitude de consommation? J'ai envie de dire, est-ce que vous pensez qu'il sera durable aussi? Voilà, c'est tout à fait, votre question est pertinente, c'est tout à fait notre souhait, bien entendu, que les gens, une fois que le déconfinement total, bien sûr, sera fait, n'oublient pas que les artisans étaient présents et n'ont pas lâché, ont été présents tout le long du confinement et ont travaillé et que les consommateurs ont pu les trouver très proches de chez eux. Mais vous savez, le consommateur oublie relativement vite les choses et c'est un vœu pieux que l'on a, mais j'espère qu'il sera tenu, quoi. Vous craignez un retour massif dans les grandes surfaces à plus long terme, à moyen terme? Cela dit, si je peux me permettre, dans les grandes surfaces, ça pourrait aussi évoluer. On pourrait aussi y trouver de plus en plus de produits locaux. Oui, tout à fait. Non, bien sûr. Mais le commerce de centre-ville, le commerce de bourg, bien, vous voyez qu'il a toute son utilité. Le maillage artisanal que l'on a et qui est remarquable en Normandie, dans tous les départements, montre bien toute sa valeur et toute son importance lorsque l'on a à côté de chez soi un petit primeur, que l'on a à côté de chez soi une petite épicerie qui n'est pas que du dépannage tout de suite, que l'on a à côté de chez soi le boulanger, le boucher, enfin, etc., tous les métiers de bouche que l'on peut trouver. Mais pas que, il y a aussi, vous savez, les dépanneurs. Anthony. Jean-Denis Mélin, au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat de Normandie, est-ce que vous avez mis en place des aides spécifiques pour des artisans qui seraient en situation compliquée actuellement? Bien sûr que oui, dès le départ, dès la fermeture le 17 mars de nos établissements publics, parce qu'ils sont fermés, comme vous le savez, mais ils sont fermés physiquement, mais ils ne sont pas fermés pour y accéder. C'est-à-dire que vous pouvez joindre n'importe quelle chambre de métier à n'importe quel moment, par téléphone bien sûr, et on répond aux questions. Alors oui, on a eu énormément d'appels rentrants les 8-10 premiers jours de collègues qui se posaient plein de questions, à quoi j'ai le droit, comment ça va se passer, etc. Et on a répondu. Et maintenant, depuis, évidemment, il y a beaucoup moins d'appels rentrants puisque les gens ont été mis au courant, et par vous, les médias, et on vous en remercie, mais par nous aussi. Oui. Et maintenant, on fait des appels sortants, c'est-à-dire on les appelle pour savoir comment ça va, quelle est la situation, etc. Et c'est très, très bien reçu par nos collègues. Pour finir, en une trentaine de secondes, puisque c'est le temps qui nous reste avant de rendre l'antenne à Radio Sensation, Président, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier à la Chambre des métiers de l'artisanat de Normandie, dans ce que vous avez apporté? Allez, je vous demande une réponse en 20 secondes. Ce que je suis le plus fier, c'est d'abord de tous les collaborateurs des chambres, quels qu'ils soient, des 5 départements, qui ont pris leur mission à bras-le-corps et qui jouent bien le jeu par rapport à nos artisans en télétravail. Eh bien, très bien. Ça, il y a 3 semaines, il y a un mois plutôt, on ne l'aurait pas pensé de cette façon-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Denis Mélin. Merci de nous avoir donné ces échos du monde si important des métiers de l'artisanat. Au revoir et à bientôt. Et on dit au revoir aux auditeurs de Radio Sensation et on leur dit à demain. À demain. Au revoir. Et nous, on termine avec notre conclusion. Elle va être en images puisqu'on va vous emmener au CERSA. Le CERSA, c'est ce zoo de la région de Lisieux, bien sûr que personne ne peut fréquenter. Mais qu'en est-il des animaux? Que se passe-t-il pendant cette période de confinement? Ça nous intéresse. Un petit mot juste avant qu'on envoie les images, messieurs? Au revoir Sylvain. Au revoir. Au revoir Baptiste. Au revoir Sylvain. Sylvain. Écoutez, tout ça est très convivial. Restez chez vous. Non, mais une petite, peut-être un peu d'annonce. Qui avons-nous demain en invité? Là, vous me posez une colle, j'ai pas le conducteur. Eh ben voilà. Pas le conducteur de demain. Alors si, attendez, attendez, je vous taquine. Non, demain, encore beaucoup de choses qui vont se succéder, mais demain, on aura un gros coup de projecteur sur la zone du Mont-Saint-Michel et du bassin de Granville. On va vous emmener chez un ostréiculteur avec des images. Qu'est-ce qui se passe chez les producteurs d'huîtres? Vous allez le découvrir. On aura une interview aussi de la maire de Granville, vous savez, belle station balnéaire. Également, une directrice d'hôtel. Il y a un hôtel qui est ouvert à Granville. Comment ça se passe? Et puis également les fameuses images du Mont-Saint-Michel qu'on vous a promises. J'ai vu quelques images déjà, c'est vrai que j'ai envie de voir le reportage intégral. Voilà, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à midi. Et puis regardez, on termine à la fois en images avec ce reportage du CERSA de Martin Torrent, et il sera suivi également d'un autre reportage, d'une chronique de Martin Torrent. Ça sera Qu'y a-t-il ce soir à la télé? Il vous conseille un programme ce soir, c'est Astérix contre César. Ciao.
À demain. Alors, le parc du Cerza va faire approximativement 80 hectares. Chaque année, on reçoit pas loin de 300 000 visiteurs en temps normal. Alors, moi, je m'appelle Clémence Ducrot. Je suis co-responsable adjointe pédagogique, c'est-à-dire que mon métier, c'est de faire tout ce qui est sensibilisation dans le parc. Alors, du fait que le parc soit fermé, du fait du confinement, il y a pas mal d'emplois qui ont été impactés au parc. Par conséquent, tous les emplois qui ont attrait aux visiteurs, les employés ont été mis au chômage technique, malheureusement. C'est-à-dire qu'actuellement, notre équipe de restauration, boutique, etc. ne travaille plus. Moi, je vais encore travailler un petit peu, histoire de pouvoir faire une permanence téléphonique et puis répondre aux questions des visiteurs qui se posent énormément de questions sur cette période assez difficile. Il y a une permanence aussi dans les hébergements, même si le gros de l'équipe des Cerza Safari Lodge a aussi été mis au chômage technique. Le but, c'est de faire un petit peu d'économie pour faire face à cette situation. Tout ce qui a trait aux animaux, les soigneurs et l'équipe vétérinaire restent au complet. On a besoin de tout le monde pour pouvoir s'occuper des animaux. Les animaux restent là. Donc évidemment, là, il n'y a pas eu d'impact pour les soigneurs, tout du moins sur leur temps de travail. Ils n'ont pas eu d'impact à ce moment-là. On a forcément besoin de gens pour s'occuper des animaux. On a utilisé certaines aides de l'État qui nous permettent de faire face à cette situation-là. Et puis après, on avait la chance d'avoir un petit peu de trésorerie. Mais actuellement, on essaye de réduire au maximum nos dépenses pour pouvoir faire face à cette situation-là. Parce que sans billets d'entrée, sans consommation, sans visiteurs dans le parc, c'est vrai que ça reste une situation très complexe pour le parc. On ne va pas pouvoir continuer très très longtemps. Là, pour l'instant, on va pouvoir continuer jusqu'à fin mai. À fin mai, on estime à peu près qu'on aura perdu 1,5 million de chiffre d'affaires, environ 40 000 visiteurs sur le parc. Mais c'est vrai que si cette situation s'éternise, ça risque de devenir extrêmement complexe pour le parc. Derrière moi, il y a une plaine de 6 hectares pour les animaux. Donc eux, leur vie ne change pas tant que ça. Vraiment, c'est plutôt les humains qui sont impactés. Tant mieux, les animaux profitent tout autant que vous soyez là ou non. Mais pour eux, ça ne change pas tant. Alors bien heureusement, on continue à être livrés. Ça, c'est vraiment super important pour nous. Et on remercie encore tous les fournisseurs qui travaillent avec nous tout le temps. On a aussi l'avantage de récupérer les invendus de certains supermarchés proches du parc. On va pouvoir toujours continuer à les récupérer. Ça, c'est aussi très important pour nous. Ça nous permet de les récupérer gracieusement et de pouvoir faire du coup des économies sur les frais de nourriture. Et on va être juste un petit peu plus scrupuleux par rapport à la manière dont on va donner à manger à nos animaux, mais pour eux, ça ne change pas grand-chose. Et heureusement, on arrive encore à se fournir. Et du coup, il y a plusieurs parcours, que ce soit des parcours pédestres ou alors un parcours en train aussi, une balade commentée d'une demi-heure à peu près, qui permet comme ça aux visiteurs de prendre la pleine mesure des 80 hectares. On a à peu près ici sur le parc 1500 pensionnaires qui vont être répartis dans environ 120-130 espèces différentes, venant de tous les continents, que ce soit des continents africains, l'Australie, l'Europe, l'Amérique. À peu près tous les continents sont représentés sur le parc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique ciné. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui s'appelle Astérix et Obélix contre César. Pourquoi je vous parle de ce film? Parce qu'il est très intéressant, parce que c'est le premier de la saga Astérix qui est tourné en images réelles. Il est sorti en 1999, un film qui a grandement inspiré la suite, comme par exemple Astérix et Cléopâtre. Il passe ce soir sur TF1 à 21h05. Mais t'as fini de t'empiffrer comme ça? Vous connaissez l'histoire, c'est Astérix et Obélix qui vivent dans le fameux village d'irréductibles gaulois en moins 50 avant Jésus-Christ. La Gaule est envahie par les Romains et Jules César, dans cet épisode, apprend que ce petit village résiste à n'importe quelle attaque des Romains. Et surtout, il y arrive grâce à une certaine potion magique préparée par leur droïde préféré, Panoramix. Le film Astérix contre César reprend exactement les mêmes codes que dans les livres ou même que dans les films d'animation précédents.
il a réussi à garder la même synergie, la même dynamique, mais aussi la même touche. Quand on regarde ce film, on n'est pas du tout dépaysé de l'univers d'Astérix, bien au contraire, au premier coup d'œil, on sait où on est. Astérix contre César passe ce soir sur TF1 à 21h05. Merci beaucoup d'avoir regardé la rubrique ciné, j'espère que ce film vous plaira, je vous souhaite un très bon visionnage à vous et à très bientôt.